to all the Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais accueillir très chaleureusement tous ces participants au deuxième séminaire sur le Cachemire. Bonjour à ceux dans les Amériques, bonsoir aux personnes du Cachemire, bon après-midi pour ceux qui sont en Europe. Mon nom est Vinod Moubaï et je suis le modérateur de l'événement d'aujourd'hui, en fait remplaçant le modérateur original, Johnny Khan, qui se trouve malheureusement indisposé. Alors, j'aimerais remercier tout d'abord Dialogue Global pour avoir accueilli et pour avoir organisé ce séminaire. Nous avons de la traduction simultanée en français. Alors, j'aimerais remercier Isabelle, moi-même. Merci. Donc, pour se lancer dans ce grand défi. Alors, pour ce qui est de la logistique, on va avoir une pause d'une dizaine de minutes après la présentation du panel et nous allons ensuite commencer nous allons écouter, reprendre les questions et y répondre pour donc donner une petite pause à la traductrice, à moi-même. Alors, le premier séminaire sur le Cachemire s'est tenu dimanche dernier. Il est animé par un solide panel d'experts en la matière. Il a mis en lumière la situation désastreuse de l'ancien État de Jammu et Cachemire, dont le statut constitutionnel a été brusquement abrogé par le gouvernement indien le 5 août l'an dernier, 5 août 2019, et ceci sans aucune consultation avec la population de l'État ou les représentants politiques de l'État. Beaucoup ont été d'ailleurs envoyés en prison à partir de cette date-là. Et depuis, les habitants de la région ont été soumis à une répression encore plus intense que celle qui les a frappés déjà pendant plusieurs décennies, ce qui remonte à la fin des années 80 maintenant. Alors, ce webinaire vise à approfondir encore davantage les différentes dimensions de cette répression et de ce régime. La présence continue de près d'un million de troupes militaires et de troupes paramilitaires indiennes qui a transformé ce légendaire paradis de la vallée du Cachemire, qui l'a transformé en une vaste prison à ciel ouvert pour ses plus de 7 millions d'habitants. En plus de ces conditions catastrophiques pour les droits civils, les droits humains de la population, en plus de cela, il y a une autre dimension de la situation qui sera également abordée dans ce webinaire. Et il s'agit des récents affrontements qui ont eu lieu entre l'Inde et la Chine le long de leurs frontières indéfinies qui se situent à l'est du Ladakh. Alors, ce conflit qui persiste depuis à peu près un mois a de nouveau attiré l'attention internationale sur cette région après les actions unilatérales prises par le gouvernement indien l'an dernier. Et à plus long terme, il y a aussi une question cruciale qui a trait à la fragilité environnementale de cette région. Et ça a un impact potentiel sur la vie de millions de personnes en Asie du Sud parce qu'elles dépendent des rivières qui prennent naissance et qui traversent la région. Alors, cette dernière question a été mentionnée dans le premier webinaire. C'est pourquoi nous l'aborderons juste très brièvement ici. Maintenant, d'un point de vue personnel, en tant que personne d'ascendance cachemiri pandit, dont les ancêtres ont migré vers les plaines indiennes il y a très longtemps, mais étant donné que j'ai vécu également une enfance marquée par de fréquentes et de longues visites à ma famille qui était restée au Cachemire, je me sens
profondément interpellé par l'agonie de ce peuple qui est à la recherche d'une vie minimalement sécure, décente et digne, et ceci indépendamment de l'appartenance religieuse des gens. Alors, on a avec nous 3 panélistes très qualifiés qui ont passé une partie considérable de leur vie à faire des recherches sur l'histoire et sur la politique du Cachemire. Alors, notre premier panéliste, c'est le docteur Angana Chatterjee, qui est coprésidente de l'initiative Political Conflict, Gender and People's Rights, donc conflit politique, genre et droits de la personne du Centre pour la race et le genre de l'Université de Californie à Berkeley. Elle est également anthropologue culturelle et elle concentre ses travaux sur les questions de conflits politiques, de nationalisme majoritaire, de religion dans la sphère publique, de justice réparatrice et de survie culturelle. Au Cachemire, le docteur Chatterjee a cofondé le Tribunal populaire international pour les droits de l'homme et de la justice en 2008. Son travail de collaboration avec la coalition de la société civile du Jammu-Cachemire a permis de découvrir des fosses communes et des tombes non marquées au Cachemire qui contenaient presque 3000 corps. Parmi ces publications, on trouve donc État majoritaire, comment est-ce que le nationalisme hindou est en train de transformer l'Inde, 2019. Ensuite, démocratie en conflit et violence sexiste, le droit de guérir en 2016. Cachemire, un argument en faveur de la liberté en 2011. Et Dieu violent, le nationalisme hindou dans l'Inde actuelle en 2009. En octobre 2019, plus récemment, elle a témoigné lors de l'audition de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis consacrée au Cachemire. Notre deuxième panéliste, c'est donc le professeur Sédik Wahid. Ses récentes recherches portent sur la relation entre l'Asie du Sud et l'Asie du Centre en se concentrant sur ce qui a marqué les relations politiques et historiques de cette région frontière. Avant cela, il a travaillé pour le Centre de recherche et il était donc associé principal au Centre pour la recherche politique, professeur titulaire de la chaire d'histoire moderne de l'Inde, chercheur associé à l'Institut d'études chinoises et vice-chancelier. Il a également été diplômé de Harvard. Il a publié de nombreux documents. Il vit au Cachemire, au Ladakh, où il a été militant depuis 25 ans. Notre troisième panéliste, c'est M. Tapan Bose, qui est écrivain et réalisateur de documentaires. Il est cofondateur du Forum Pakistan-Inde, du peuple de l'Inde et du Pakistan et la démocratie. Donc, il est également président fondateur du Mahanirvan Calcutta Research Group, Kolkata, et il est également un membre actif des initiatives citoyennes pour le Cachemire depuis plusieurs années. Plusieurs documentaires, il a réalisé plusieurs documentaires, notamment un documentaire sur les prisonniers et les relations entre la police et le monde politique. Et après une longue lutte juridique, une partie de ces documentaires ont été censurés. Il a toujours défendu avec véhémence les droits des
peuple du Cachemire. Donc, il a créé un forum pour le dialogue et pour la recherche. Il est également l'auteur de plusieurs livres, States Against the People, States, Citizens and Outsiders, donc des livres sur la thématique des peuples déracinés d'Asie du Sud. Et également, il a coécrit blog Censored When Kashmiri Became the Enemy. Et il contribue régulièrement à des revues et des magazines d'information de premier plan au Bangladesh, en Inde, au Népal et au Pakistan. Donc, on va d'abord écouter le docteur Angana Chatterjee. Merci beaucoup, Vivek. Alors, j'ai le privilège de participer à cette conversation qui suit le prestigieux panel de la semaine dernière. Alors, j'aimerais parler brièvement de différents aspects qui ont marqué les événements, la situation au Cachemire. Et pardonnez-moi si je ne peux pas rentrer dans le détail à cause des contraintes de temps. Donc, les Cachemiriens vivent dans un contexte qui s'apparente à un internement collectif, pratiquement. Les conditions de vie sont toujours en état d'urgence. C'est un lieu sans droit et dans un étranglement par des fils barbelés qui asphyxient tout le monde. Et tous les quartiers, pratiquement, sont touchés et chacune des vies des gens est touchée. C'est un système complexe de loi sur l'impunité qui est utilisé pour faire respecter la gouvernance, militariser et étendre l'immunité à une plus grande force militaire du monde. L'administration de l'État et le système judiciaire ont contribué à ce processus à cause de l'incapacité accumulée à remédier aux abus commis par la loi, qui criminalise les individus, qui arrête les gens de façon arbitraire, qui permettent la violation des droits de la personne, qui permettent la désignation d'individus comme terroristes et qui permettent l'emprisonnement à vie ainsi que la peine, qui font appliquer la peine de mort. Donc, dans la société civile cachemiri où les musulmans sont majoritaires, l'Inde est considérée comme une puissance occupante. L'hostilité militariste, les juridiques incessantes vis-à-vis de la dissidence sociale visent les civils et leurs alliés. L'alignement de la sécurité nationale sur le majoritarisme agressif fait que tout est considéré comme séditieux. Et aujourd'hui, je vais souligner ces aspects qui se sont produits depuis 1990. Le Cachemire est témoin d'atrocités de masse depuis les années 90. Les forces de l'État indien procédaient à des expulsions extrajudiciaires tenant pour cible tuant des civils cachemiriens, principalement des hommes, pour des délits non prouvés. Les crimes extraordinaires en matière de droits de l'homme comprennent des disparitions forcées, des violences sexistes et sexualisées, des déplacements, la torture, la peine de mort et l'enterrement de civils dans des fosses communes inconnues et souvent non identifiées. Plus de 8000 personnes ont été portées disparues, c'est ce qu'on estime. Et selon les sources non gouvernementales, entre 70 000 et 90 000 personnes sont mortes. Les tombes inconnues et non marquées sont un élément essentiel du dossier historiographique aussi. Elles renferment des connaissances locales indispensables sur cette situation. En décembre 2009, le Tribunal international du peuple pour les droits de l'homme et la justice au Cachemire a publié le rapport intitulé Buried Evidence, qui recense 2700 tombes inconnues au Cachemire contenant plus de 3000 corps. Les tombes sont des dépôts de matériel et de culture, de familles et de communautés qui ont été détruites. Les corps qui s'y trouvent témoignent d'une mort sur grande échelle. Le récit d'une mère, tel que raconte à sa famille, que j'ai rencontrée, qui se rend sur la tombe non marquée de son fils et qui a fait des tentatives de réanimation pour ramener à la vie son fils. Les tombes attestent tout ce qui a été perdu, tout ce qui a été enterré définitivement. Et la contre-mémoire, c'est la résistance. Atta Mohamed, fossoyeur, que j'ai rencontré en 2016, disait « Vivre ici, c'est vivre dans la mort ». Les jeunes hommes qui sont
enterrées connaissent la mort avant même qu'elle les emporte. Et survivre au Cachemire, c'est pratiquement apprendre à vivre avec la mort au quotidien. Entre 2011 et 2016, 3000 tombes non marquées auraient été identifiées par des organisations locales et nécessitent de la documentation, vérification et corroboration. Il est dangereux de parler des tombes ou demander de la justice, parce que les tombes délimitent l'espace de ce qu'on appelle la vie nue, où une vie en dehors du périmètre des tombes devient impossible. La ligne du sable, maintenant. La rupture sociale et politique du Cachemire d'aujourd'hui a sa genèse dans l'histoire. La propagation incontrôlée du majoritarisme en Inde au cours des décennies pendant lesquelles les nationalistes hindous n'étaient pas élus crée un contexte politique et juridique dans lequel le démantèlement du Cachemire peut désormais occuper le devant dans la scène gouvernementale. Suite à l'introduction non consensuelle du Cachemire en Inde, la constitution indienne, adoptée en 1949, a accordé un statut spécial au Jammu et Cachemire par le biais de l'article 370. Cet article souligne l'autonomie du Jammu et Cachemire, excluant certains pouvoirs spécifiques attribués au gouvernement indien, tels que définis par l'instrument d'adhésion. L'impératif selon lequel ni l'Inde ni le Jammu et Cachemire ne peuvent modifier ni abroger l'article 370 de manière indépendante est un élément crucial. Et démontrant le contournement chronique de l'état de droit au Cachemire, peu après l'entrée en vigueur de la Constitution, le gouvernement indien a commencé à modifier unilatéralement les principes de l'article 370. Un nombre record de 47 décrets présidentiels a été émis en vertu de cet article. Parallèlement, l'État indien a renoncé à son engagement à établir un plébiscite, bien qu'il ait promis de le faire dans un contexte national à la fin des années 40, au début des années 50. D'ailleurs, 2 résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies ont transmis la même demande à l'Inde et au Pakistan. Les Cachemiriens ont donc commencé une série d'insurrections armées à partir de 1989 et pendant cette période, le militantisme local et transfrontalier a reçu le soutien du Pakistan. Un grand nombre de pandits hindous minoritaires ont été déplacés. Selon les archives de l'État indien, le militantisme armé lié à des groupes étrangers aurait diminué entre 2004 et 2006, car un mouvement local et non violent a suivi. Maintenant, l'élection de la droite hindoue en 2014 et sa réélection en 2019 ont eu un impact majeur sur le Cachemire. Le gouvernement dirigé par Modi intègre populisme, nationalisme, autoritarisme et majoritarisme. Les nationalistes hindous ont armé la religion pour inciter la majorité hindoue. Les musulmans du Cachemire et leurs alliés ont été maintes fois présentés comme les ennemis de l'Inde et comme les agents potentiels de la terreur. Les mouvements sociaux locaux au Cachemire ont été régulièrement réprimés. Répression extrême de la part des forces indiennes. Entre mi-2016 et 2018, 1200 personnes ont été aveuglées par des balles de métal utilisées par les forces de l'État. La population de Cachemire vit avec des traumatismes psychosociaux récurrents et un taux élevé de comportements suicidaires. Le deuil est souvent intériorisé dans le traumatisme. Le 5 août 2019, l'autonomie du Cachemire a été abrogée, annulée par le gouvernement indien qui a unilatéralement annulé, abrogé l'article 370 et révoqué l'article 35A de la Constitution indienne, plaçant le Jammu et Cachemire sous le contrôle direct du gouvernement central exogène. Maintenant, la loi sur les résidents permanents définit les droits des Cachemiris à la terre, essentiels à la lutte organisée pour l'autodétermination. Elle a donc interdit à ceux qui ne sont pas originaires du Jammu et Cachemire d'acheter des terres et d'établir leur résidence permanente, alors que l'article 35A garantit l'accès à la terre et le contrôle de cette terre, ce qui est fondamental pour préserver l'identité culturelle, le caractère sacré de l'économie et le statut politique du peuple. Maintenant, l'invalidation de l'article 370 a détruit toute garantie constitutionnelle qui pouvait vanifier l'abrogation de l'article 370 et qui pouvait le rendre contraire à la loi. Elle a rendu possible toute une série d'actions ultérieures perpétrées par l'État indien. Et après, le 5 août, le Cachemire a été témoin de tortures d'enfants, de personnes âgées, de femmes, de violences qui ont fait l'objet de violences sexuelles, de détention illégale, massive, assignation à résidence de dirigeants politiques,
restriction de la liberté de parole, écrasement des mouvements de dissidence, falsification de faits sociaux par l'État. Les gens avaient peur de s'adresser aux tribunaux, par peur d'être détenus et ensuite de devenir officiellement détenus. Entre août et décembre l'an dernier, 32 civils auraient été tués. En octobre 2019, la Commission nationale des droits de l'homme a été enfin dissoute. En mars 2020, avec l'avènement de la COVID, les forces de l'État indien, maintes fois identifiées par les Cachemiris comme auteurs d'abus contre les civils, se sont vues confier des responsabilités élargies pendant l'urgence sanitaire, étendant leur rayon d'action à la vie civile même. Les services Internet sont restés limités. Les civils se seraient vu refuser l'accès à l'information provenant de sources non contrôlées par l'État. Les personnes détenues, y compris sans mandat, n'ont jamais été libérées. Il y a eu des journalistes qui ont continué à se voir refuser l'accès à l'information et à être ciblés. Entre janvier et juin cette année, 32 civils auraient été tués. Ensuite, en mai, le gouvernement indien a supprimé certains obstacles juridiques à la résidence permanente au Cachemire, ce qui peut potentiellement ouvrir la recomposition démographique du Cachemire, faire des musulmans une minorité. Cette proposition de privatisation du droit à la terre fait suite à la saisie des terres, y compris les propriétés privées, par les forces indiennes au Cachemire. Et ça arrivait depuis longtemps. Maintenant, les droits des personnes sont mis sérieusement en péril. La reconstitution des lois sur le domicile aura également des effets très dangereux parce qu'elle pourrait atténuer l'apparence du conflit politique au Cachemire en réorganisant les faits sur le terrain tout en supprimant les mouvements en faveur de la liberté, de la justice et de la responsabilité. Ce système par lequel la loi est utilisée pour suspendre tous droits des personnes vise à rendre absolu le pouvoir de l'Inde au Cachemire. L'État indien contemporain présente un régime majoritaire par la politisation de la religion et l'islamophobie. Les Cachemiriens craignent que les événements de l'année dernière provoquent un nouveau soulèvement armé dans une région qui est déjà très instable. Les histoires toxiques nées des intersections féodales, coloniales et néo-impériales façonnent le Cachemire actuel. Au cours de ce conflit prolongé, l'expérience de la violence de masse, de la mort sociale et réelle, c'est ce qui a marqué la vie individuelle et collective à travers les générations au Cachemire. Les 4 phases de la domination indienne au Cachemire ont progressivement accru la précarité de la vie. Et ces conditions rendent impossible la survie des Cachemiris. Le déploiement de la brutalité et l'écrasement des droits menacent l'effacement réel d'un peuple. Merci beaucoup, Angana. Notre prochain invité, notre prochain panéliste, le professeur Siddique Wahid. Je voudrais juste vous rappeler nos 2 panélistes qui suivront. Donc, vous rappelez de parler peut-être un petit peu plus lentement pour que l'on puisse suivre, pour que la traduction puisse se faire correctement. Alors, merci beaucoup, Siddique. Siddique, à vous. Siddique, il faut que vous allumiez votre micro. Merci. Merci, Vinod. Merci pour cette présentation. Merci de m'avoir invité à ce séminaire aujourd'hui. Alors, mes remerciements sont très sentis. Tout d'abord, parce qu'on a un public international, et deuxièmement, parce qu'on entend la voix des Cachemiris. C'est la voix des Cachemiris qu'on entend pas. Et c'est un contexte unique, parce que jusqu'ici, ce conflit a été considéré pratiquement comme bilatéral entre l'Inde et le Pakistan. Et les Cachemiris, pratiquement, n'ont jamais eu aucun droit de parole.
Donc, d'ici la fin de ce webinaire, j'espère que vous aurez compris deux choses d'abord. Pourquoi une approche multilatérale avec les Cachemiris à la table pour la résolution du conflit est importante. Et deuxièmement, je suis reconnaissant au dialogue pour un changement systémique d'utiliser cette plateforme pour nous tous parce qu'on souhaite un changement profond, systémique dans ces relations internationales dans lesquelles on veut trouver un espace en tant que Cachemiri. Maintenant, j'ai quelques remarques sur la situation présente au Cachemire, parce que je vis au Cachemire, donc en guise d'introduction. Et deuxièmement aussi, je pense que c'est important de donner une approche, de présenter une approche juridique et chronologique aussi, pour comprendre la situation actuelle au Cachemire. Et une autre raison, c'est que mes collègues ici, dans le panel, Angana et Tapan, vont revenir certainement sur certains des points que je vais présenter. Je serai heureux également de répondre aux questions lors de la séance de questions qui suivra. Alors, j'aimerais aborder 3 points. D'abord, comment ce conflit est un conflit de nature internationale et non pas bilatérale, et comment la Chine est également un facteur important de ce conflit. Ensuite, pourquoi est-ce que la communauté mondiale est intéressée également à ce conflit? Et deuxièmement, quels sont les changements systémiques qu'il faut intégrer au niveau des relations internationales ou au niveau des relations inter-États, mais ceci sur échelle globale, mondiale. Alors, pourquoi est-ce que ce conflit est un conflit de nature internationale? Alors, ces deux questions méritent une réponse, parce que la position officielle de l'Inde, c'est qu'il n'y a pas de conflit, aussi paradoxal que ça puisse sembler. C'est une question interne pour eux, et ils vont régler la question à l'interne. Le Pakistan, de son côté, estime qu'il faut parler d'un problème de conflit. Mais pour lui, la seule alternative, c'est que le Cachemire, le fait que le Cachemire puisse faire partie de l'Inde ne devrait pas être pris pour acquis. Et puis, il y a de plus en plus de gens, nombreux au Cachemire, et surtout depuis le 5 août 2019, il y a un an, il y a de plus en plus de gens qui se rendent bien compte qu'on va au-delà d'un conflit entre l'Inde et le Pakistan quand on parle du Cachemire. Donc, c'est un conflit interne, mais qui veut la participation de 3 États dès le début. On parle donc de l'Inde, du Pakistan et, ou plutôt, je devrais dire d'abord, l'État du Jammu-Cachemire, qui était, avant 1947, un État souverain. Donc, et qui était même, il a continué à être un État souverain. Donc, là, le début de cette internationalisation a commencé après 1947. Il y a eu un cessez-le-feu qui a été déclaré et l'État a été divisé en 2 parties. Chacune des parties était contrôlée d'un côté par l'Inde et par le Pakistan. Donc, la partie de l'Inde représentait 45%, celle du Pakistan 35%. Et la Chine, de son côté, avait un 20%, contrôlait un 20% du territoire, mais je vais revenir là-dessus. Maintenant, ceci n'a jamais été reconnu, et ça aussi, il faut le garder à l'esprit, parce que jusqu'à très récemment, c'est les gestes posés par l'Inde, les initiatives de l'Inde d'il y a un an, qui ont forcé à voir cette situation comme une situation internationale.
Donc, de façon générale, il y a un total de 5 murs et plusieurs négociations internationales qui ont intéressé le Jammu-Cachemire. Et ces négociations se sont faites entre le Pakistan, l'Inde et la Chine. Et vous pourriez être surpris de voir comment autant New Delhi que le Pakistan semblent ignorer le besoin d'internationaliser ce conflit. Maintenant, les habitants du Cachemire n'ont jamais été invités aux négociations concernant leur propre avenir. Et c'est sans doute juste de dire que dans ces développements, Islamabad et Delhi se sont entendus pour rendre ce conflit un conflit exclusivement bilatéral en excluant toute participation de la part des leaders du Jammu-Cachemire. Et je reviendrai là-dessus pendant la période des questions parce que c'est certainement une question qui demande beaucoup plus de temps à discuter. Maintenant, pour ce qui est de la participation de l'Inde et du Pakistan dans le conflit sur Cachemire, c'est très connu, c'est connu par tous maintenant. Et on sait tous comment l'Inde et le Pakistan sont engagés dans ce conflit, mais ce qu'on sait moins, c'est le degré de participation de la Chine dans ce conflit. Et ça, c'est important de le garder à l'esprit, parce que, à cause de plusieurs facteurs que je vais essayer de résumer. Et tout cela, ça remonte aux années 50. Je commencerai par dire que très peu de gens regardent la carte du Jammu-Cachemire et une fois qu'on regarde la carte, par contre, et on pense au conflit, une fois qu'on le situe sur le plan géopolitique, c'est là qu'on comprend les enjeux internationaux. Mais je vais revenir aux différents éléments qui prouvent la participation de la Chine. Dans les années 50, après que la Chine soit passée à l'État populaire, donc les tensions ont commencé à s'intensifier. Même avant ça, même pendant le régime précédent en Chine, il y avait eu une occupation du Tibet et de Xinjiang, et ça remonte au début du 19e siècle, suivi ensuite par l'occupation forcée, l'occupation du Tibet au XXe siècle, le début du XXe siècle. Ensuite, dans les années 50, la Chine a renforcé son occupation. En 1962, il y a eu une guerre pratiquement un conflit entre la Chine et l'Inde, et c'était une bataille autour du territoire de l'Aksai Chin, qui est une partie du territoire qui représente à peu près 20% de l'État du Jammu-Cachemire. Donc, la Chine a fait traverser une route dans ce territoire en occupant cette route. Ensuite, en 1963, une partie du territoire du Jammu-Cachemire a été cédée à la Chine par le Pakistan, en mentionnant clairement que la possession du territoire ensuite devait être redéfinie une fois que le conflit sur le Cachemire était résolu. En 2010, je m'excuse de vous interrompre, demandez juste de ralentir un petit peu. Oui? Alors en 2010, donc pendant la dernière décennie, la Chine, à nouveau pour protéger ses intérêts à Xinjiang et au Tibet, a lancé toute une série de programmes de développement sur le territoire, sur la partie administrée par le Pakistan de l'État du Jammu et Cachemire, y compris des projets terrestres, maritimes liés à l'initiative des ceintures et des routes de la Chine. Et tout cela, ça nous amène au 5 août de l'an dernier, où le gouvernement de l'Inde a
décidé unilatéralement de abroger l'article 370 de sa propre constitution, en abrogeant l'article 35A et en démantelant pratiquement l'État du Jammu-Cachemire. Juste après, en fait, le lendemain, il y a eu une très, très grosse protestation en Chine, un très gros mouvement de protestation le 6 août. Ensuite, en novembre 2019, le gouvernement indien a publié une série de cartes qui montraient l'Aksai Chin, qui était contesté, mais qui est actuellement occupé par la Chine, comme faisant partie de l'Inde. Et plusieurs politiciens éminents du BJP ont fait des déclarations sur la reprise du Gilgit et du Baltistan, qui est actuellement de l'autre côté de la ligne de contrôle, c'est-à-dire sous l'égide du Pakistan, administré par le Pakistan, donc le Pakistan. Donc, il y a eu tous ces développements dans ces dernières années. Et puis, il y a 2 mois, il y a 3 mois, entre le mois de mai et le mois de juin jusqu'au début juillet, la Chine a pris plusieurs mesures agressives contre l'Inde tout le long de la ligne de contrôle réelle, qui est située sur le territoire de l'État du Jammu-Cachemire. Et il y a eu plusieurs affrontements qui ont amené à la mort de plusieurs soldats des 2 côtés, autant du côté de l'Inde que de la Chine. Et donc, il y a eu un renforcement militaire des 2 côtés de la frontière. Et ça se poursuit encore aujourd'hui, alors qu'on ne pense pas. Alors, on se retrouve dans une situation clairement très, très précaire. Alors, pourquoi est-ce que ce conflit devrait concerner la communauté internationale? D'abord, parce qu'on assiste peut-être au début d'une nouvelle guerre froide. Les opérations se déroulent en Asie du Sud pour cette nouvelle guerre froide. Et les principaux axes seraient New Delhi et Washington d'un côté et Islamabad-Pékin. Deuxièmement, pourquoi ce serait un conflit international? Parce que l'Inde, le Pakistan et la Chine sont tous des États qui ont l'arme nucléaire. Et je n'ai pas besoin d'en dire davantage. Troisièmement, il y a une rivalité croissante entre l'Inde et la Chine qui pourrait perturber pratiquement la moitié de la population mondiale. Si on prend toute l'Asie du Sud et sa population, 2 milliards, et la Chine, qui représente 1,4 milliard, on a pratiquement la moitié de la population mondiale qui va être touchée d'une façon ou de l'autre, perturbée par ce conflit. Et j'arrive à ma dernière question. Quels sont les changements systémiques nécessaires dans les relations interétatiques dans le monde d'aujourd'hui? Tout d'abord, il faudrait retourner à la notion de souveraineté des peuples. C'est pour ça qu'on se définit, nous, le peuple, à partir de la souveraineté des États. Et donc, revenir à la souveraineté des peuples plutôt que de parler de souveraineté des États. Et tout le monde, y compris Trump aux États-Unis, la Chine, l'Inde, tous y reviennent, on en entend parler, bien d'autres petits pays en parlent. Et tous soulignent cet aspect. Et donc, ça, c'est un changement systémique qu'il faut développer. Donc, un retour à la souveraineté des peuples versus la souveraineté des États. Maintenant, en termes pratiques, il faut qu'il y ait une reconnaissance du fait que les peuples du monde entier sont devenus plus instruits et ils sont beaucoup plus conscients de ce qu'on appelle l'hypocrisie organisée du système occidental. Et après 300 ans, il faut qu'il y ait des changements à ce niveau-là. Et c'est là qu'on parle de changements systémiques nécessaires. Et finalement, il faut en quelque sorte reconnaître, et je souligne qu'une partie de ma famille vient du centre du Tibet, mais je crois qu'il faut reconnaître que la Chine doit être prise très sérieusement dans l'échiquier actuel. Et la Chine a réussi dans le système occidental. Elle doit être traitée sans préjugés racistes. Autrement, il y aura un déséquilibre de pouvoir. Et la rhétorique qui essaye de diminuer la Chine n'aide pas à cela. Je pense qu'il faut qu'on s'engage
à un pied d'égalité. Et donc, je conclus là-dessus et je vous remercie de votre écoute et du temps que vous m'avez alloué. Alors, merci, Siddiq, pour votre présentation, nous avoir présenté la dimension internationale, l'importance de l'internationalité de ce conflit. Et maintenant, j'invite Tapan à intervenir. Tapan? Tapan, il faudrait juste activer le micro. Parfait, vous m'entendez? Si, allez-y. Alors, d'abord, j'aimerais vous présenter les salutations de la part de la plus grande démocratie illibérale. Nous vivons dans un contexte extrêmement nationaliste et je dirais même pratiquement fasciste, un régime fasciste. Alors, ce qui s'est passé, ce qui se passe au Cachemire, comme Siddiq en Ghana, Vinod l'ont dit avant moi, peut-être devrait être considéré, à mon avis, comme la continuation de la politique de tous les gouvernements qui ont été au pouvoir depuis pratiquement l'indépendance de l'Inde. Les violations des droits de la personne en Inde maintenant ont atteint des nouveaux sommets de brutalité et d'impunité. Les rapports des Nations Unies sur le Cachemire en 2018 et 2019 ont ouvert les yeux du monde sur l'ampleur des violations des droits de la personne en Inde, aidés et encouragés par des centaines de milliers de forces d'occupation ainsi que des lois draconiennes. Les rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont exprimé de sérieuses inquiétudes quant à la situation des droits de la personne au Cachemire sous administration indienne. Lors de leur troisième passage en Inde, depuis qu'elle a imposé le blocus au Cachemire le 4 août 2019, les rapporteurs spéciaux des Nations Unies, lorsqu'ils étaient donc en visite, ont exprimé de sérieuses préoccupations quant à la situation des droits de la personne dans la région. Ils ont demandé à l'Inde qu'elle mène une enquête impartiale sur les atrocités commises contre les Cachemiriens. Maintenant, la loi sur les pouvoirs spéciaux des forces armées est à l'origine de la mort et de la destruction du Cachemire, mais depuis 1990. Cette loi a été promulguée par le gouverneur du Cachemire de l'époque, Jagman, en même temps qu'une autre ordonnance qui mettait en œuvre la loi sur les zones de désordre. Et cette loi est restée en vigueur au Jammu-Cachemire depuis 1990. En fait, c'est l'origine de presque toutes les formes de violation des droits de la personne au Cachemire. Il y a des morts en détention, il y a des tortures, des disparitions forcées et de la violence sexuelle perpétrée. Des centaines de cas ont déjà été documentés. Alors que le gouvernement affirme qu'environ 51 000 personnes ont été tuées au Cachemire au cours des 3 dernières décennies, les groupes nationaux et internationaux de défense des droits de la personne et certains de ces groupements, j'y ai participé moi-même, affirment qu'environ 51 000 personnes ont été tuées au Cachemire pendant ces 3 dernières décennies. Maintenant, pour cacher la vérité, le gouvernement a ordonné à la police au Jammu-Cachemire de ne pas déposer les premiers rapports d'information, ce qu'on appelle les FIR en Inde. Donc, des premiers rapports d'information contre les forces de sécurité, ni enregistrer des accusations de mauvaise conduite des forces de sécurité. En d'autres mots, le gouvernement a dit à la police au Cachemire de n'accueillir aucune plainte, de ne recevoir aucun rapport. Les Nations Unies ont demandé à plusieurs reprises à l'Inde d'abroger la loi sur les forces armées, donc cette loi spéciale, l'AFSPA, affirmant qu'elle n'avait pas lieu d'être dans une démocratie. En fait, la loi AFSPA permet à l'État de contourner tous les droits
car elle suspend le droit à la vie. Donc la loi habilite, et on cite la loi, tout magistrat ou officier de police n'ayant pas un grade inférieur à celui de sous-inspecteur ou chef de police dans le cas de la branche armée de la police, l'autorise à tirer ou à utiliser la force, même pour causer la mort, contre toute personne qui, donc toute personne qui se livre à un acte susceptible d'entraîner une grave violation de l'ordre public ou qui agit en violation de toute loi ou de tout ordre en vigueur, interdisant aussi le rassemblement de 5 personnes ou plus, interdisant le port d'armes ou d'objets qui peuvent être utilisés comme armes à feu, qui peuvent être utilisés comme munitions ou substances explosives. Donc ça, c'est la loi ASPA. Maintenant, cette même loi offre une totale impunité aux agents de la sécurité car aucune, et on cite de nouveau, je cite, aucune poursuite, aucun procès ou aucune procédure légale ne peut être engagée devant un tribunal civil, sauf avec la sanction préalable du gouvernement, et ceci contre toute personne pour tout ce qui a été fait ou prétendument fait dans l'exercice des pouvoirs conférés par les articles 4 et 5 de cette même loi. Alors, en 2008, l'administration du Jammu et Cachemire a déclaré à la Cour supérieure qu'entre 1990 et 2007, elle avait demandé à New Delhi l'autorisation de poursuivre, des membres de l'armée ou des paramilitaires pour des meurtres et autres violations des droits de la personne dans au moins 458 cas. Alors, bien que l'autorisation ait été accordée dans 270 cas, on n'a jamais su quelle a été la suite donnée par le gouvernement de l'État à ces cas. Et certaines de ces affaires sont d'ailleurs très médiatisées et elles ont été intentées contre différentes agences de sécurité. Elles sont encore en attente d'une autorisation officielle. Alors, quand je travaillais avec le Forum pour la défense des droits en Asie du Sud, on a conduit des recherches sur les disparus, donc qu'on appelait dans le titre du document était Vanished Blood, sang disparu. Donc, on a documenté plusieurs cas de disparition depuis les années 90. Et on a constaté que dans 98% des cas, les cours ont toute tentative a été frustrée de la part des cours, des tribunaux, a été frustrée par les agences de sécurité. En fait, pas un seul membre de l'armée, ni des forces paramilitaires du gouvernement de l'Inde, aucun d'entre eux a également été amené en cours. Maintenant, l'article 370 de la Constitution indienne et on en a déjà parlé, avait accordé une sorte de statut spécial au Jammu et Cachemire, et ça a été pratiquement abrogé par l'ordonnance présidentielle. Et ça a également sanctionné pratiquement la trahison colossale de 13 millions de citoyens de l'Inde démocratique. Et cette mesure a également rendu inopérante la constitution distincte du Jammu et Cachemire, forçant à redessiner la carte de l'État. Ainsi, l'État, en divisant l'État en territoire de l'Union, cet État historique du Jammu et Cachemire, donc l'État indépendant de Jammu et Cachemire, a pratiquement été anéanti avec cette mesure d'abrogation. Maintenant, les nationalistes de droite hindous
célèbre cette décision du gouvernement. Et c'est le meilleur temps pour l'RSS et le BJP au pouvoir parce que c'est le temps pour eux de se réjouir, de se féliciter mutuellement. Et le machisme politique affiché par le régime de Modi a été bien accueilli par les cadres et les électeurs du BJP. Les nationalistes hindous du RSS et du BJP ont toujours douté de la loyauté de la majorité musulmane au Cachemire envers la nation indienne. Aux yeux du RSS, les musulmans représentent en quelque sorte l'ennemi de l'intérieur. L'assujettissement et l'intégration du Cachemire et des musulmans du Cachemire a toujours été une grande priorité dans l'agenda du RSS pour l'Inde en tant que rashtra hindouiste. Maintenant, pour garder son contrôle sur le Cachemire, l'État indien a saturé la vallée avec différentes forces armées, de l'armée régulière, formations paramilitaires, forces de police armée, gouvernement central, etc. Alors ainsi, le Cachemire est peut-être le plus militarisé aujourd'hui des pays, avec plus d'un demi-million de soldats de l'armée indienne. Et à celle-ci, s'ajoutent les forces paramilitaires qui ont été déployées depuis les 30 dernières années. Alors le gouvernement indien a donné carte blanche à l'armée pour faire face à la situation au Cachemire. Le gouvernement Modi estime qu'il n'y a pas d'autre moyen de négocier avec les terroristes. Alors, libérée de toute surveillance politique, l'armée a foncé sans réserve. L'approche est plus agressive et les insurgés doivent être écrasés. Les insurgés, pense-t-il, le gouvernement indien, doivent être écrasés parce qu'il n'y a pas d'autre façon de parvenir à contrôler la situation. Et le blocus qui est imposé au Jammu et Cachemire le 4 août 2019 se poursuit, mais sous différentes formes depuis un an. D'abord, une période marquée par un siège militaire ininterrompu, le blocus des communications, des exécutions extrajudiciaires et les opérations appelées cordons et fouilles sont des sortes de punitions collectives contre les communautés, constituent en fait un crime contre l'humanité. Et aujourd'hui, on vit la plus longue interruption des communications par Internet jamais imposée dans une démocratie. En fait, l'Inde a intensifié sa répression au Cachemire en profitant de la préoccupation mondiale due à la pandémie de la COVID-19. Alors l'Inde a pris des mesures nécessaires pour enclencher un changement démographique au Jammu-Cachemire dans le but de transformer la majorité musulmane du Cachemire en une minorité. Depuis plus de 3 décennies maintenant, les musulmans du Cachemire ont été qualifiés de séparatistes, d'insurgés, de terroristes et de criminels dans les discours politiques. Et ça a légitimé leur persécution systématique. Le discours de haine contre les musulmans cachemiris, sous couvert de préoccupation pour la sécurité nationale par les dirigeants politiques, est devenu une norme dans la société indienne. La longue histoire de la lutte du peuple cachemiri pour l'autodétermination depuis les années 20 et le fait qu'elle soit restée essentiellement non violente jusqu'au début du mouvement de résistance qui a commencé vers la fin des années 80, tout cela a été ignoré et effacé de la mémoire publique, de la mémoire collective. Et que ce soit sous les dirigeants de Dogra ou sous les gouvernements de l'Inde indépendante, la réponse à la lutte du peuple cachemiri pour l'autodétermination a toujours été violente. L'Inde a décrit la lutte du Cachemire pour son autodétermination comme un mouvement religieux islamique fanatique, une sorte de djihad contre l'Inde. Et ça, c'est une image qui entretient la perception du Cachemire comme une question de terrorisme. Maintenant, les Cachemiris, les habitants natifs de la région, vivent sous l'occupation coloniale. Ils ont vécu depuis l'occupation, ils ont vécu sous l'occupation coloniale depuis des décennies et se battent pour leur droit à l'autodétermination et à l'autonomie. Leur terre natale a été découpée
est contrôlé par 3 États différents. Donc, 3 gouvernements différents, l'Inde, la Chine et le Pakistan. Maintenant, le peuple cachemiri est la cible d'une transformation démographique sur son territoire. Alors, les lois internes ont été modifiées et ils ont adopté ce qui est la ligne rapide, l'accélération de l'application de ces nouvelles lois. Et un grand nombre de certificats ont été délivrés et très bientôt, on verra des milliers de personnes qui vont recevoir leur résidence grâce à ces certificats qui ont été octroyés en masse, et donc qui vont venir peupler le Cachemire en provenance de l'Inde. Maintenant, bientôt, ce qu'on verra, c'est un grand nombre de résidents arrivés, afflués au Cachemire en provenance de l'Inde. Et c'est ce qui m'amène à la conclusion de mon intervention. Même si on hésite à utiliser le terme génocide pour décrire les événements qui sont déroulés au Cachemire au cours de ces décennies, cette réticence, elle est fondée sur l'argument selon lequel la définition juridique du génocide ne correspond pas à la situation au Cachemire. Mais de nombreux Cachemiris et non-Cachemiris défenseurs des droits de la personne, activistes, ont fait la comparaison avec la Palestine ou les Palestiniens, donc les Rohingyas. Comme eux, les Cachemiris sont victimes d'un génocide eux aussi, comparable à un génocide à feu doux, disons, et comparable à la situation aussi des musulmans bosniaques, en particulier les musulmans de Srebrenica, où il y a environ 25 ans, 8000 musulmans bosniaques ont été tués. Donc, j'aimerais clore avec un chant de protestation populaire cachemiri qui a résonné souvent au long de l'histoire du Cachemire. Et voici les mots de ce chant. Et ça signifie, en quelques mots, ça veut dire c'est à nous qu'il appartient, ce Cachemire. C'est à nous qu'il appartient, à nous, les Cachemiris. Merci. Merci, Tapan. Merci d'amener une autre dimension complémentaire à cette situation, à la situation actuelle. Maintenant, on va se garder une dizaine de minutes. On va prendre une dizaine de minutes de pause pour que l'interprète reprenne son souffle, étant donné que ça fait presque 1 heure que je traduis. Donc, il est midi maintenant, il est exactement midi. Alors, je vous invite à revenir à 12h10 pour que l'on passe la prochaine vingtaine de minutes à écouter les questions et répondre. Alors, merci beaucoup. Alors, je vous invite à rester, surtout ne partez pas, et je vous invite à revenir dans une dizaine de minutes. Entre-temps, vous pouvez toujours continuer à envoyer vos questions par l'intermédiaire du chat, et je vais résumer certaines des questions. Ensuite, si vous avez des questions que vous voulez vraiment adresser à un panéliste en particulier, signalez-le. Et donc, on reprend notre session dans 8 minutes, donc à 12h10. Merci. Alors, on a donc une aux 10 minutes de pause. On a reçu 2 questions jusqu'ici. Et l'une d'elles
s'adresse à Angana et l'autre question s'adresse à tous les panélistes. Je vais commencer par la question adressée à Angana. La question, c'est quelle est la voie pour l'avenir des Cachemiris actuellement? N'oubliez pas d'allumer votre micro. Ça va? Vous m'entendez? Alors, tout d'abord, je pense, en premier lieu, ça devrait être les Cachemiris comme intervenants de premier ordre. Ce serait à eux de comprendre quelle est la voie, l'avenir. D'abord, il faudrait que eux, les Cachemiris, soient reconnus comme interlocuteurs de premier plan dans tout conflit et également dans l'interprétation de l'histoire de la région. Et puis, il faudrait établir quelques balises qui demanderont la médiation internationale parce qu'il y a un climat très tendu et de manque de confiance entre l'Inde et le Cachemire. Donc, ça va demander également une médiation pour trouver une entente où certaines mesures pourraient être prises afin de définir un avenir et définir qu'est-ce qui pourrait faire l'objet d'un consensus des Cachemiris. Et c'est très difficile de penser à ça. Imaginez quand vous êtes en isolement dans une prison pendant des décennies, sans fenêtre, dans une pièce enfermée. Et puis tout d'un coup, imaginez qu'on ouvre la fenêtre et on vous demande de parler. C'est impossible de le faire. Ça prend toujours une période de transition, d'ajustement, une période où on comprend le contexte de dépossession et on l'exprime, ce contexte-là. Et donc, je pense que c'est exactement ce que l'on n'a pas fait après la partition. Et que ce soit le Pakistan, le Bangladesh, tout savent bien que c'est impossible de continuer, d'aller de l'avant sans consulter les Cachemiris. Et je souligne encore une fois, les Cachemiris doivent être considérés comme interlocuteurs de premier ordre pour tout ce qui a trait à leur avenir, à leur histoire. Et puis, je voulais également ajouter qu'il doit y avoir une entente pour défendre les droits. Il doit y avoir une série d'investigations indépendantes. Il doit y avoir d'abord l'accès au Cachemire et l'accès pour les Cachemiris au reste du monde pour que les crimes contre l'humanité puissent être entendus en cours. Et les Cachemiris doivent pouvoir faire entendre leur voix quant à la solution politique qui leur conviendrait. Et comprendre comment définir l'autodétermination, qui est ce que souhaitent les Cachemiris. Et pour tout cela, ça prend un espace, un forum. Il y a d'autres États qui se sont engagés dans cette voie, donc il doit y avoir des échanges aussi pour trouver une solution ensemble. Alors, je vais m'arrêter pour le moment. Éventuellement, si on a encore un peu de temps, j'y reviendrai. Alors, la question suivante nous vient de Pierre, de Montréal. Et peut-être que Siddiq ou Tapan pourraient y répondre. Pierre voudrait en savoir davantage sur la résistance des gens au Cachemire. Donc, ce qui en est de la résistance non armée de la part des organisations pour la défense des droits de la personne, la société civile, que ce soit les paysans ou les femmes, les jeunes, les autres militants. Et quelles sont les ouvertures possibles?
Alors, je vais essayer d'y répondre. Je pense que c'est une très bonne question. Il y a deux choses qu'il faut comprendre d'emblée. D'abord, que les protestations, les manifestations, et surtout à partir du 5 août 2019, les droits de protester, qui est un droit démocratique dans toute société démocratique, eh bien ce droit-là, il a été criminalisé. Pendant 4-5 mois, les rassemblements de 4 ou plus personnes étaient interdits, par exemple, et à différents niveaux. De toute façon, ils pouvaient être interrompus, ces rassemblements, n'importe quand. Alors ça, il faut le garder à l'esprit quand on pense au type de résistance qu'on peut avoir maintenant. Parce que la situation actuelle est encore plus tendue, plus aiguë. L'autre chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'on a un sentiment de crainte et de colère qui prédomine au Cachemire aujourd'hui. La colère pour des raisons évidentes, mais la peur aussi, la peur vis-à-vis de ce flux démographique et la possibilité qu'on efface complètement une histoire. Et je peux vous donner plusieurs exemples de comment tout ça, ça se produit, comment ça se fait. D'abord, dans l'interférence au niveau de l'éducation, des écoles, de l'éducation supérieure, et bien sûr, à côté de toutes les violations des droits civils et des droits de la personne dont on a entendu parler. Donc, tout ça, c'est des facteurs qui interviennent également. Maintenant, pour ce qui est des stratégies de résistance non armées ou pacifiques qui pourraient émerger. Bon, pour une personne, même pour une personne qui n'a pas directement été victime de violence, même pour moi, ça m'a pris 6 mois pour réussir à comprendre ce qui s'est passé le 5 août et comment tout ça a pu être possible et tout ce qui en a découlé par après, y compris les violations des droits de la personne et les nombreuses violations dans cette région. Alors récemment, je regardais, j'essayais de comprendre quel était le temps de réaction lorsque on viole les droits de la personne de façon aussi drastique. Par exemple, en 1953, à cette époque-là, tous les droits démocratiques avaient été écrasés, suspendus et ensuite de 1953, il a fallu attendre jusqu'en 1963 pour qu'il y ait une forte réaction. La fois d'après, c'était en 87, lorsque il y a eu les élections. Et ça a pris 3 ans après pour réagir. Et il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de situations où il y a eu une violation des droits de la personne récemment dans l'histoire du Cachemire. Et en moyenne, ça a toujours pris 2 ans et demi avant que la population ne réagisse vraiment. Et c'était toujours des protestations, des manifestations de colère profonde, excepté en 90, lorsqu'il y a eu une réaction, mais une insurrection, mais qui a pris 2 ans à s'organiser, donc en 92. Maintenant, je crois que les réactions vont se faire entendre, mais un peu plus tard. Je dirais dans une période entre 5 mois et 2 ans. C'est ce que je calcule pour que ces réactions puissent se manifester. Maintenant, que ce soit des groupes d'étudiants, de fermiers, de femmes ou de groupes de défense des droits de la personne, il y en a plusieurs que je connais aussi, qui commencent à s'organiser. Mais une chose qu'il faut savoir, c'est que dès le début, les syndicats étudiants, par exemple, n'ont jamais été autorisés au Cachemire. Ils ont été permis au Ladakh, au Jammu, mais pas au Cachemire.
Et c'est incroyable qu'il y ait une situation comme celle-là. Donc, ces organisations ont été criminalisées depuis 60-70 ans. Alors ça, il faut le prendre en considération. Il y a des groupes de femmes, il y a plusieurs groupes de la société civile, et il y en a un en particulier qui travaille sur les dossiers de personnes disparues. Maintenant, est-ce qu'il y a la possibilité d'une nouvelle insurrection? Bon, il y a eu régulièrement, périodiquement, pendant les 30 dernières années, des insurrections. Et les plus marquantes par leur différence, c'était entre 2004 et 2008-2009. C'est une période très particulière où il y a eu un mouvement vers la protestation civile, de la société civile non violente, protestation non violente. Et, et depuis 2013, il y a eu une resurgence de ces mouvements. Alors, est-ce qu'il y a la possibilité que ces mouvements ressurgissent? Oui, bien sûr. Quand on accule les gens au mur, forcément, il va y avoir une réaction. Et finalement, l'impact des insurrections armées qui pourraient avoir lieu, je pense que c'est difficile d'imaginer de quoi ça pourrait avoir l'air. Pour le moment, je ne contemple pas ça, cette possibilité. Alors, on va écouter Tapan maintenant et ensuite Angana à ce sujet. La dernière fois que j'étais dans la région, ça remonte à il y a 2 ans et je ne suis pas retournée depuis, mais j'étais en contact avec les personnes, je leur ai parlé régulièrement. Et le point que soulève Pierre, et peut-être Pierre est un romantique comme beaucoup d'entre nous, mais lorsque les gens sont opprimés, ils finissent par réagir lorsqu'ils n'ont pas d'autre option que de passer aux armes. Et au Cachemire, de ce que je me souviens, de la fin des années 80 jusqu'à maintenant, la lutte armée dans les années 90 était bien présente, bien vivante. Ensuite, les forces pakistanaises sont intervenues et la situation au Cachemire continue à être essentiellement sous le contrôle de forces externes à l'État du Cachemire. Mais je pense que les choses pourraient changer. Et j'ai parlé personnellement à certains de ces jeunes qui prennent les armes et ils ne s'inquiètent plus de savoir combien de jours ils vont pouvoir survivre. Ils savent que peut-être ils ne survivront pas, mais peu importe, leur objectif, c'est de lutter, de se battre et de montrer clairement à l'armée indienne que des jeunes comme moi, comme me disait-il, comme d'autres comme moi, allons écraser l'armée. C'est certains des discours des jeunes. Et c'est aussi ce qui a alimenté les mouvements en Palestine ou ailleurs. Quand les gens se battent pour leur vie, pour l'autodétermination, ils sont prêts à prendre les armes au coût de leur vie. Maintenant, la violence n'est pas une question de principe et l'opposition armée à la répression armée est une façon reconnue de réagir pour l'opprimé. Donc, sans rentrer dans les détails, que ce soit légal ou pas, ou quand on parle de violence ou de non-violence, parce que ça, ce sont des questions qu'on discute dans d'autres cercles. Mais pour revenir sur cette question, je pense que le mouvement n'est pas mort. Ce que le BJP fait, c'est qu'il a en fait redonné vie à ce mouvement.
Et vous pouvez le constater sous des formes différentes, même dans le comportement quotidien des gens, simplement en ne faisant pas ce que le gouvernement leur demande de faire, en prenant position de différentes façons. Tout ça, ça existe, ça se vérifie déjà. Et il y a également des groupes armés qui émergent et de plus en plus de jeunes Cachemiris s'unissent au rang de ces groupes armés. Et malheureusement, l'État indien a, a envoyé tellement de soldats, une armée tellement écrasante qu'elle est partout présente. Je ne sais pas combien de temps ça prendra pour que les réactions se manifestent, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les Cachemiris n'abandonneront pas la lutte. Alors, j'inviterai Angana à répondre et puis on aura une dernière question avant de conclure. Merci. N'oubliez pas d'activer votre micro, Angana. Merci. Merci. J'aimerais revenir à ce que j'ai dit en réponse à ce que mes collègues du panel viennent de dire. Donc, pour comprendre tout mouvement, il faudra mettre fin au processus qui a été déclenché le 5 août de l'an dernier. On ne peut pas aller de l'avant alors qu'il y a ces lois qui sont appliquées, alors que les prisonniers ne sont pas libérés, alors que l'on ne sait même pas qui sont les détenus, alors que les noms des personnes disparues, détenues par la police ne sont même pas connus, alors que les terres continuent à être occupées. En août 2020, il y a eu une investigation de la part des forces du Cachemire sur les nombreux cas de disparus. Toutes ces recherches ont été suspendues. Donc, ce ne sont pas des conditions qui permettent à des mouvements d'émerger, des voix de se faire entendre. Et ce qui est triste aussi, c'est que toutes ces préconditions pour que les mouvements puissent émerger ne sont pas possibles sous le gouvernement que l'on a actuellement à New Delhi, en Inde, partout, et avec le majoritarisme qui prédomine en Inde. Donc, si on ne met pas une halte à ces mesures, on ne peut pas envisager des négociations non violentes. Alors, comment promouvoir ça? D'abord, essayons de communiquer, de dialoguer en solidarité et revenons à la question de l'internalisation du conflit et également invitons les représentants de l'Inde à participer à ces échanges pour mieux comprendre la situation. Donc, on a une question de Rafik à Los Angeles qui demande comment est-ce qu'on peut sensibiliser les citoyens pour promouvoir la cause du Cachemire. C'est une question de nature générale que j'ouvre aux panélistes. Donc, c'est important de suivre aussi tout ce qui va suivre de ces webinaires. Donc, comment est-ce qu'on peut sensibiliser les personnes pour qu'elles puissent comprendre les enjeux et voir ce qui en découle après? Je ne sais pas si les panélistes voudraient répondre à cette question de Rafik Khan. On a quelques minutes encore devant nous. Est-ce que je peux essayer d'y répondre? Alors, merci de cette question. Alors, il y a plusieurs façons de s'y prendre, mais je vais peut-être m'arrêter à 3 ou 4 choses qu'on peut certainement faire. D'abord, apprendre, s'informer sur ce qui se passe au Cachemire.
C'est la première façon, donc à travers les nouvelles, les amis, les contacts, et écoutez ce que les Cachemiriens ont à dire. Je pense que ça n'a pas été suffisamment fait dans différentes instances. Et l'autre chose, c'est ensuite d'en parler, que ce soit aux écoles, au sein des écoles, des communautés, et donc de sensibiliser les gens sur la question. Ensuite, adressez-vous à vos représentants politiques, que ce soit aux États-Unis, au Canada, peu importe où vous êtes. Donc, adressez-vous à vos représentants politiques, notamment dans le cadre de comités pour la défense des droits de la personne, pour les alerter et leur faire comprendre que tout ça, ça se passe dans un pays qui se présente comme la plus grande démocratie au monde. Et donc, ce mythe doit être démonté parce que ça a souvent été le plus gros obstacle lorsqu'on essaie d'en parler, parce que c'est toujours perçu comme si on exagérait les choses, ou on dit peut-être c'est juste un mouvement religieux en cours, et on ne donne pas suffisamment d'importance à tout ce qui se passe. Et puis, finalement, aller sur place, aller au Cachemire, c'est un endroit magnifique, et voir comment la situation sur le terrain. C'est encore sécuritaire de venir si vous connaissez qui vous accueille, et essayez de comprendre par vous-même sur le terrain, parce que c'est vraiment c'est vraiment épuisant d'essayer d'expliquer la situation. À plusieurs niveaux, on nous démentit souvent. On nous accuse d'exagérer les choses. Mais il faut être conscient du fait que combien de temps encore on va être capable de survivre dans cette situation? Et ça fait 15, 16 ans que je vis là, et c'est difficile. C'est difficile de décrire cette situation. Donc, sans doute que la meilleure chose, c'est de venir sur le terrain et d'en parler, parler aux autres, parler aux gens que vous rencontrez autour de vous, et essayer de comprendre la réaction des gens sur le terrain, et ensuite parlez-en, relayez cette information. Et c'est ce que je fais avec beaucoup des amis que j'ai, notamment aux États-Unis. Merci beaucoup, Cédric. Alors, malheureusement, nous avons pratiquement épuisé notre temps. Alors, j'aimerais conclure sur ces 2 webinaires organisés qui ont amené différents points de vue, différentes lumières sur une situation qui, par moments, a semblé être cristallisée, gelée, notamment depuis sa déclaration unilatérale de la part du gouvernement indien il y a 1 an. Mais cette même situation semble sortir de cette de ce gel, disons, étant donné qu'il y a des choses déjà qui se passent sur le terrain, qui se passent malgré tout. Mais ce qui est particulièrement frappant et touchant, c'est les c'est la difficulté que vivent les gens qui vivent sous tout ce qui leur a été imposé pendant des années, des décennies. Et c'est ce qui me rappelle les lignes d'un poème ourdou qui m'est venu à l'esprit en pensant à cette oppression. Et donc, ce que ce poème dit, ces lignes du poème disent, c'est que la vie, est-ce que la vie est comme un habit de mendiant qu'il faut porter à chaque instant, à chaque moment? Et je pense que ça illustre bien cette image, la vie d'une population qui est mise sous bâillon depuis
plusieurs décennies. Même si cette région est une région paradisiaque, comme Siddiq le disait, il y a tellement de choses qui nous empêchent de jouir de la beauté de cette région et c'est très malheureux. Alors, j'aimerais remercier Dialogue Global, j'aimerais remercier Isabelle pour le travail d'interprétation. Merci de votre écoute. Et j'aimerais remercier aussi vivement, chaleureusement, nos 3 panélistes qui sont devenus également mes amis. Je connaissais Tapan depuis longtemps, mais c'était très agréable d'accueillir également Siddiq et Angana et Ferouz, que je connais depuis plusieurs décennies, de très longue date lui aussi. Alors j'aimerais clore sur cette note dans l'espoir que l'on puisse avoir d'autres séminaires, d'autres webinaires de cette nature, tant aussi longtemps qu'on ne sera pas autorisé à se rencontrer en personne. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Juste une petite note pour vous dire que le premier webinaire a été mis sur YouTube et bientôt, vous aurez également accès par YouTube à ce deuxième webinaire. Alors, merci à tous encore une fois. Merci et au revoir. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you.